Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Merci de préférer Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans ce flash d'information. Sur le continent, une Afrique forte, autonome, c'est le souhait que le président kenyan a souhaité ce dimanche à Nairobi. William Ruto a appelé à réformer cette organisation vieille de 60 ans, mais dont l'efficacité est encore très souvent mise en cause si l'Afrique veut bâtir une solide intégration avec notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinentale. Elle doit s'autofinancer car, dit-il, le mouvement panafricain a toujours été axé sur la souveraineté et l'action, d'abord pour appel la dépendance chronique, même à l'égard de partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l'aspiration à l'indépendance, à la souveraineté et à l'action. C'est pourquoi je pense que nous devons prendre au sérieux les recommandations qui ont été faites pour faire de notre organisation cette autonome et en ordre financier par nous-mêmes à la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les responsables des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. William Ruto a également réitéré la nécessité d'une réforme de l'architecture financière mondiale alors que le continent fait face à cette date est en effet dramatique. Il y a une réunion d'information avec le ministre Moric Condé. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'exécution des étapes de la transition. Il ressort de cet entretien que la question de la mobilisation des ressources reste l'épineuse problématique selon leur niveau d'information. À quel niveau d'information se situe d'ailleurs l'exécution des tâches inscrites au chronogramme? Nous aurons, si tout va bien, Dr Faya Milimono, le président du bloc libéral, et également Joachim Baba Milimono de l'UFDG. L'actualité a fait les choux gras des internautes et de la presse partout. Les condamnations étaient sans tendresse. Des Guinéens malmenés par la police, dit-on, turque. C'était la version jusque-là connue au cours de sa très prise parole publique. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté a tenu à préciser qu'il ne s'agissait que d'un seul cas isolé. Il le dit en plus un Guinéen ensuite d'illégalité. Quelle est la vérité dans cette histoire? Un citoyen guinéen résident en Turquie prendra la parole et si tout va bien, nous aurons la direction des Guinéens de l'étranger qui va également prendre la parole dans cette émission. Mais avant, on a écouté Ansa Diawara, Emmanuel, par rapport un peu à ses réformes, mais aussi certaines questions, problèmes qu'il a quand même reconnus. Oui, on a écouté Ansa Diawara et il faut quand même rappeler, puisqu'on en parlait tantôt sur la question des gardiens du mérite sur laquelle j'ai attiré son attention, sur la loi qui encadre logiquement le déroulé de ces examens-là. C'est une surveillance parallèle qui ne devrait pas exister. Parce que la question que je me pose, c'est au moment où on va constater des exactions ou des abus, lorsqu'il y a des écarts de conduite dans l'attitude de cette supervision ou de ce contrôle parallèle, qui va prendre les pots cassés, d'autant plus qu'il n'existe ni dans la loi, ni dans l'organigramme de l'organisation de ces examens-là, qui va prendre les pots cassés, puisqu'ils ne sont irresponsables, ils sont irresponsables au vu du fait qu'ils ne sont pas prévus dans le déroulé de ces examens-là. Donc le ministre doit pouvoir soit mener une réforme s'il veut bien que cela soit constitué. Puisque c'est perçu comme une milice. C'est perçu comme une milice. Mais dans le texte qui encadre les examens, ils ne sont pas prévus. Ils sont pas prévus. Et quand c'est comme ça, c'est un boulevard ouvert à tout genre d'abus. Et de ce fait, ça légitime un peu les récriminations qui sont entendues du côté de Cancan. On considère que les milices étaient beaucoup plus zélés en Haute-Guinée et que l'objectif, c'est qu'il fallait confirmer les préjugés qui disaient que de ce côté, il y avait de la faute. Donc, quand c'est perçu comme ça, quand les opérations sont conduites comme ça, on jette de l'anathème sur la crédibilité des examens et il faudrait bien que le ministre, soit il porte une réforme sur la loi
qui permet de régulariser tout ça, de légaliser tout ça, mais il faut quand même, en tant qu'institution respectable, en tant qu'institution républicaine, de se garder de travailler dans l'informel. L'autre chose que je voudrais rappeler, c'est par rapport à la situation des enseignants. Je le disais tantôt, je l'ai rappelé dans une émission ici il y a quelque temps, c'est que notre système éducatif doit pouvoir trouver des enseignants qui sont faits pour ça. Pas des personnes qui ont décidé, vu que le marché de l'emploi il est saturé, on a la difficulté de se trouver son premier job et qu'il faut s'accrocher à l'enseignement. L'enseignement doit être perçu comme un sacerdoce, comme une mission, comme une comment je dis, comme un mérite, voilà. Justement, oui. C'est un métier noble dont on doit être porté par l'envie d'exercer. Je le disais ailleurs, il existe même des masters en éducation pour ceux qui veulent même enseigner au primaire. Ça veut dire qu'ils ont expérimenté toutes les façons d'enseigner, toutes les façons de sonder la capacité de compréhension d'un élève afin de proposer, comme si c'était une posologie, la méthode qu'il faut pour enseigner un enfant. Donc il faudrait bien qu'il y ait ce genre de réforme qui soit impulsée. Félix parlait de la situation des étudiants de l'ISEG qui, pour la plupart d'entre eux, sortent et deviennent désœuvrés alors qu'il y a du besoin dans nos différentes institutions d'enseignement. Donc il faudrait bien que le ministère puisse s'intéresser à cela. Je voudrais juste terminer par dire au ministre Guillaume et aux autres, c'est que habituellement nous avons les boursiers là qui les premiers de la République et ainsi de suite. Cette année, je veux vraiment qu'on marque la différence. C'est-à-dire, on a beaucoup de promotions qui sont au Maroc. C'est bien beau cette possibilité qu'on leur donne de continuer leurs études à l'extérieur, mais il faudrait bien qu'on relève un peu plus le niveau. Pourquoi pas en France, pourquoi pas aux États-Unis. Il faudrait bien qu'on les amène dans d'autres écoles, des écoles, des grandes écoles, pour les permettre aussi de s'acclimater avec ces milieux d'apprentissage, mais aussi de se rencontrer avec d'autres élites provenant de différents horizons. Ça leur permettra véritablement de construire une certaine génération qui permettra d'influer sur le sort de notre pays. Donc il faut vraiment passer à cela. On aime bien le Maroc, mais on aimerait bien avoir des boursiers dans des pays où le système éducatif est constitué pour nous, est encore plus performant et considéré par nous comme étant des référentiels. Voilà. Un mot, Alphonse, avant de prendre notre invité. Justement, par rapport à ce sujet, je rebondis sur ce que Emma vient de dire. Aujourd'hui, il est devenu de coutume d'orienter tous nos premiers vers le Maroc. Pourtant, ce n'est pas les seules bourses qu'on reçoit. On reçoit des bourses du Canada, de la France et d'autres pays. Donc aujourd'hui, il serait assez intéressant d'orienter nos premiers vers ces pays-là dont le système éducatif est réputé être meilleur. Le Maroc peut par contre récupérer le lot des autres lauréats qui restent. Mais aujourd'hui, les premiers de la classe, il faudrait les orienter vers ces écoles-là. Et l'autre chose à souligner, cet examen est bien qu'étant, comment on peut appeler ça, l'examen de la seconde chance, l'examen de la seconde chance pour l'administration Guillaume, a quand même connu le premier des premiers de la République. Parce que le jeune qui a eu 18,99 par sa moyenne devient le premier des premiers de la République. Donc il peut se faire, j'espère que je ne ressors pas un nouveau pan de la communication prochaine de Guillaume, mais c'est quand même un angle par lequel on peut féliciter le département. Ça ressort de la rigueur, mais il y a un point essentiel. Ce n'est pas l'objet certes du débat, mais qui est important. Vous avez vu ce buzz autour de l'admission de la petite TikTokeuse Mariam. En fait, cela m'a amené à tirer une conclusion. Aujourd'hui, on a créé un système éducatif qui forme mais qui ne permet pas aux gens de s'épanouir. Et c'est très dangereux. En fait, notre formation est devenue tellement militarisée que l'école, c'est l'école. Après l'école, on n'a pas de vie sauf les cahiers. Il faudrait aujourd'hui créer des conditions pour permettre à nos élèves d'apprendre et de s'épanouir dans l'apprentissage. Qu'ils puissent penser à d'autres horizons. Mais quand vous avez des élèves qui, en dehors de leur filière, quand ils sont en maths, ils ne savent rien d'autre faire que les maths. Ils ne savent pas s'épanouir en dehors de leur environnement mathématique. Ils ne savent pas s'épanouir. C'est dangereux. Donc, le ministère de l'Éducation, dans ses réformes, doit aussi pouvoir envisager des programmes
où les élèves s'épanouissent dans d'autres activités. Ça peut être culturel, ça peut être d'autres sportifs et tout ça. Ailleurs, il y a, après juste les cours, il y a les périodes où les élèves vont faire de l'art plastique, de la musique. En tout cas, chacun selon ses préférences, selon ses loisirs, va s'intéresser à ces cours. Les gens ont vu dans ce phénomène un acharnement contre la petite. Mais moi, j'ai décelé là un véritable souci d'épanouissement de nos élèves. Et c'est un véritable danger. Quand on apprend et qu'on n'est pas émancipé, on devient ce cadre complexé et rigide. Merci comme on a dans nos administrations aujourd'hui. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Le temps de revenir et reprendre notre invité. À tout de suite. Espace, le Bifort DGG, l'invité. L'invité, il s'agit du président de l'UGDD, Francis Abba, porte la voix de cette nouvelle entité dans cette émission. Monsieur Abba, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, Yaoula Tousso. Bonjour, monsieur Abba. Bonjour. On peut avoir une idée de la date à laquelle vous avez déposé votre lettre de démission au niveau de l'ANAD et la date à laquelle vous avez déposé la lettre d'invitation au président de l'ANAD pour prendre part au lancement de votre nouvelle coalition politique. Puisque à ce niveau, il y avait des problèmes, selon, en tout cas, on a écouté Joachim Baba Milmono aussi qui apportait des précisions. Et nous avons effectivement déposé la lettre de démission le vendredi et la lettre d'invitation a été déposée le même jour. D'accord. Allez-y, Yaoulatou. Vous dites le même jour, pourtant nous, selon nos informations, la lettre d'invitation aurait été déposée le 12 juillet et la lettre de démission a été déposée vendredi, le 15 juillet, le 14 juillet. C'est peut-être possible. Je ne maîtrise pas exactement ce que la commission qui était chargée, n'est-ce pas, d'organiser les invitations a fait. Mais je pense que il n'y a pas assez de problème par rapport à ce décalage si, bien entendu on pourrait voir ça comme étant un problème dans la mesure où vous ne pouvez pas inviter les membres d'une coalition à laquelle vous appartenez à la création d'une nouvelle coalition sans préalablement déposer votre lettre de démission, Monsieur Francis. Je voudrais que vous preniez la charte de l'ANAD. La charte de l'ANAD est assez claire. Je pense que l'objectif principal, la charte n'est pas d'ailleurs à jour, l'objectif principal c'est de récupérer la victoire du président Selou, puisque quand on est allé aux élections présidentielles en 2020, pour nous, on avait gagné ces élections-là dans les urnes et notre victoire a été confisquée. Maintenant, dans cette charte-là, et je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez vous l'approprier, les partis politiques membres de cette charte, de cette coalition sont libres à tout moment de mettre en place, de s'organiser et de mettre en place une coalition électorale. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous ne étions pas en fait en porte-à-faux avec la charte même que nous-mêmes nous avons mis en place, nous avons créé avec le président Selou. Et donc peu importe donc la date à laquelle je pense l'invitation a été faite. Et l'essentiel, c'est que nous avons déposé notre lettre de démission le vendredi. Monsieur Haba, que dit l'article 5 de l'ANAD, s'il vous plaît? Que dit l'article 5 de l'ANAD? Je n'ai pas la charte sous mes yeux, mais si vous regardez bien, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me rappeler, mais il y a d'autres articles qui autorisent les partis politiques à s'organiser et à mettre en place en fonction, n'est-ce pas, de leur proximité, de leurs aspirations. Monsieur Haba, selon moi, mes informations, que l'article 5 de l'ANAD dit que l'idéal voudrait que vous démissionnez d'abord avant de déposer une lettre d'invitation à un lancement, à un quelconque lancement d'une coalition. Allez-y. Pas du tout. La charte ne le dit pas. D'accord. Alors justement, oui, allez-y Emmanuel. Alors, les partis qui ont fondé l'APR, est-ce que finalement vous en aviez marre d'être sous l'ombre de l'UFDG? De Selou, qu'est-ce qui explique un peu ce départ? Est-ce qu'il y a des frustrations à l'interne? Puisque vous le dites, on avait le sentiment qu'on était là pour accompagner un homme et non, nous on était couverts par sa lumière, par son ombre. Vous le dites, est-ce que c'est ce qui expliquerait un peu ce départ?
Écoutez, nous avons créé la coalition ANAD autour du président Selou. C'était pendant les élections de 2020. C'était une alliance électorale. Maintenant, nous avons mis en place l'alliance politique le 14 juillet 2021, qui stipulait d'ailleurs un mandat, n'est-ce pas, d'un an renouvelable une seule fois. Maintenant, effectivement, au sein de la coalition, c'était autour d'une personne. Nous avons pensé que les coalitions devraient être autour des idées, autour des idées clés, n'est-ce pas, pour faire des propositions concrètes pour l'épanouissement socio-politique de notre pays. Et c'est comme ça, entre nous leaders, nous étions plusieurs, nous étions 11, les leaders d'abord. Nous avons commencé à nous réunir il y a plusieurs mois, et finalement, chemin faisant, certains nous ont laissés. Alors, nous étions 9 il y a quelques semaines, et puis nous avons mûri, nous avons donc fixé, n'est-ce pas, la date de lancement. Il y a certains qui nous ont quittés. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'en cette partie politique au sein de l'ANAD qui avions démissionné. Donc, j'ai dit effectivement, et les personnes qui nous soutiennent voudraient qu'on participe au débat politique en notre nom et pour notre compte. Je veux dire qu'on défende, n'est-ce pas, les préoccupations de nos populations et qu'on défende nos convictions de façon à ne pas être influencé. Parce que quand vous êtes dans une telle coalition, il y a des préoccupations que vous ne partagez pas forcément, mais vous êtes obligé de le faire parce que tout simplement la plénière aurait décidé. Mais cette fois-ci, nous sommes avec des gens avec lesquels nous nous comprenons. Je pense que la question ne se posera pas. Alors, monsieur Abba, permettez-moi de vous poser cette question-là. Alors, finalement, est-ce qu'on peut parler de divergence idéologique ou, encore une fois, de changement de contexte politique? Parce que vous-même, vous le disiez tantôt, qu'à la base, c'était pour défendre les résultats qui prenaient M. Selou Dalein Diallo à la tête du pays. Et maintenant que cela est complètement derrière nous, on arrive dans une phase de transition. Finalement, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas responsable du fait que vous n'avez pas pu mettre à jour les accords qui expliquaient la création de l'ANAD? Effectivement, nous avions été impuissants sous le régime Alpha Condé pour récupérer notre victoire. Et après, le CNRD a pris le pouvoir et nous les avons applaudis. Nous avons même dansé dans nos différents QG. Et maintenant, chemin faisant, nous ne nous retrouvions pas malheureusement dans la gestion de la transition. Nous avons commencé à contester. Nous, en tout cas, nous qui sommes ensemble au sein de notre nouvelle coalition APR, nous ne partagions plus, n'est-ce pas, cette posture éternelle de contestation. Parce que pour nous, nous ne pouvons pas vouloir du pouvoir et tout le temps, n'est-ce pas, contester, être opposé frontalement à ce pouvoir-là. Et donc pour nous, et puis nous sommes des jeunes partis politiques. Nous n'avons peut-être pas tous les moyens matériels et financiers qu'ont certains groupes. Donc nous nous sommes dit, attention, mutualisons nos efforts, entrons dans la danse, naturellement, si les autorités nous le permettent, pour que nous puissions avoir de la visibilité, de la lisibilité. Parce qu'en étant dehors, nous ne contrôlons rien, nous ne participons à rien, nous risquons d'être des perdants éternels. Et donc c'est pourquoi j'ai dit tantôt, c'est comme si c'est le bon Dieu qui nous avait réveillés, qui nous avait dit, mettez-vous debout, attention, intéressez-vous à la transition et préparez-vous, allez-y sur le terrain, organisez vos comités de base, vos sections, vos fédérations, recentrez vos efforts sur l'essentiel pour que petit à petit vous puissiez participer honorablement aux élections à venir. D'accord, allez-y. Monsieur, ce qu'on a envie de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de nous dire que, au regard de la conduite de la transition, vous pensez que vous avez votre avis à apporter à la table et que l'ANAD n'est pas de cet esprit-là? C'est pourquoi vous vous démarquez pour que la transition se fasse avec vos avis aussi? Et avec vous, c'est cela. Absolument. Parce que pour nous, nous avions été les premiers demandeurs du dialogue. Nous avons demandé le dialogue. Nous avions voulu participer à la gestion de la transition. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons même dansé dans nos QG, applaudi le CNRD. Et pour nous, c'est tout nouvel espoir. Nous devons tous entretenir cet espoir. Une transition, c'est offre des opportunités énormes à toutes les générations. Donc pour nous, nous faisons partie de cette génération-là qui ne doit pas se laisser derrière.
et qui ne doit pas tout le temps rester derrière l'écran. Donc c'est pourquoi en notre nom, nous voudrions, en tout cas c'est ce que nos structures nous ont recommandé, et c'est ce que nous pensons de façon intime, que si nous voulons le pouvoir, surtout que c'est la transition, on n'est pas quand même sous le régime du professeur Alpha Condé qui nous a battus aux élections. C'est une transition, il n'y a pas d'opposition. Donc pour nous, on ne peut pas continuer à nous opposer inutilement. Il est vrai que tout n'est pas rose, ça je vous le concède, mais il y a quand même des éléments positifs que nous voudrions apprécier en notre nom, et si c'est appréciable, et contester, n'est-ce pas, condamner ce qui ne sera pas, tout ce qui sera, n'est-ce pas, qui sera contre, en tout cas, le développement sociopolitique de notre pays. Tout ce qui sera en corruption, en tout ce qui sera violation de droits humains. Ça, nous sommes habitués à le faire et nous continuerons à le faire. Allez-y, Emmanuel. Alors, Monsieur Abba, vous parlez tantôt que c'est la volonté de vous départir de la logique contestatrice éternelle que vous avez décidé de partir. Est-ce que vous avez proposé à vos partenaires de l'ANAD de changer un peu de posture plutôt que de quitter la coalition? Je vous dis la main sur le cœur. Nous avons les débats de participer au dialogue ou non. C'est des débats qui ont été extrêmement houleux. Mais à un moment donné, vous savez, il y a des préoccupations que vous ne partagez pas. Parce que quand nous étions prêts, n'est-ce pas, à aller au dialogue, il y a quand même tout un chapelet de préalables qui avait été égrené. Et donc, nous sommes dit, c'est vrai, on partage la plupart, n'est-ce pas, de ces préoccupations. Mais il y a certains qui ne nous concernent pas du tout. Et donc, aujourd'hui, par exemple, nous étions sous contrôle judiciaire. Grâce, n'est-ce pas, aux leaders religieux, à l'implication des leaders religieux, certaines préoccupations ont été levées. Il y a certes d'autres préoccupations que nous allons discuter au sein de notre coalition. Mais aujourd'hui, franchement, notre souhait, c'est de participer à la gestion de la transition. C'est le souhait qu'on exprime. Maintenant, naturellement, si nous espérons de toutes les façons que le CNRD et son gouvernement nous ouvre les portes pour que nous puissions, avec les convictions que nous exprimions en dehors, pour que nous puissions les exprimer autour de la table. Et nous espérons que ces préoccupations soient prises en compte. D'accord. Francis Abba, président de l'UGDD. Allez-y, Caps. Alors, Monsieur Abba, à vous écouter ce matin, est-ce que vous confirmez avec nous qu'il ne faudrait pas que l'opinion soit surprise qu'au prochain jour, que Monsieur Francis Abba puisse intégrer le gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un poste qui vous est proposé au sein du gouvernement, est-ce que vous serez preneur? Et la seconde chose, comme beaucoup d'observateurs, avant M. Francis Abba, votre logique a complètement changé, est-ce qu'aujourd'hui vous ne serez pas approché par le gouvernement pour éventuellement vous proposer des choses qui vous feraient changer de fusil d'épaule? Comme je l'ai dit tantôt, l'APR a été réfléchie et mûrie il y a plusieurs mois. Vous pouvez, dans la discrétion, venir consulter nos plateformes. Nous avons créé les plateformes, les plateformes au niveau de WhatsApp et d'autres. Il y a déjà plusieurs mois. Il y a même plus d'un an. Donc pour nous, on n'attendait pas le gouvernement pour que nous puissions nous exprimer en notre nom et pour notre propre compte. Notre diaspora nous l'a recommandé. Nos structures, n'est-ce pas, nous l'a recommandé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, effectivement, nous sommes sous une transition. Et ce n'est pas fait parce qu'on m'a pas proposé de poste. Mais si c'est fait, mais je vous dis, ce serait avec fierté que j'irai, n'est-ce pas, assumer ce rôle-là pour le compte de la Guinée. Et je l'assumerai conformément de toutes les façons à toutes les exigences professionnelles qui seraient rattachées à ce poste-là. D'accord, là au moins c'est clair. Allez-y, Alphonse. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, quand vous avez décidé de partir de l'ANAD, j'estime que en tant qu'acteur politique, vous avez voulu une séparation à l'amiable. Est-ce que vous avez échangé avec les autres acteurs pour leur faire part de vos frustrations ou de vos revendications avant de plier vos bagages et partir? Est-ce que vous avez échangé personnellement avec Cellou Dalein Diallo sur votre départ? Je voudrais
je voudrais juste que vous m'épargniez des bisbilles, des discussions que nous avions effectuées à l'interne. Mais ce que je puis vous rassurer, c'est que ne serait-ce que les leaders de la NAD, nous discutions entre nous, nous étions au strict minimum 11 qui voudrions mettre en place cette alliance. C'était plus de la moitié des membres, n'est-ce pas, de l'alliance actuelle. Donc, je vous dis juste où je pense que les gens étaient prêts. Oui, mais de ceux qui sont partis, l'ANAD est présidé par le président de l'UFDG. Vous avez dit que le mandat était d'un an renouvelable une seule fois. Et vous avez décidé de partir. Est-ce que le président de votre coalition s'était entretenu avec vous pour vous donner sa bénédiction au moins avant de prendre vos valises? Non, je pense que le président n'a pas besoin en fait de donner sa bénédiction parce que nous n'avons pas créé nos formations politiques autour d'un individu. Nous avons créé nos formations politiques pour la Guinée. Non, pas pour la Guinée, pour récupérer la victoire de Cellou Dalein. Attention. Non, la coalition a été créée pour récupérer la victoire de Cellou Dalein. Si vous décidez de partir pendant que sa victoire n'est pas encore récupérée, vous avez au moins le devoir social de lui dire au revoir. Mais nous avons dit au revoir. C'est ce que je voudrais vous dire. Nous n'étions plus dans cette posture. Au lendemain de la prise de pouvoir, c'est le président Cellou lui-même qui nous a dit il n'est plus question de réclamer notre victoire. Il est question maintenant de supporter la transition. Il y avait encore à ce moment-là deux camps. Il y avait la nouvelle génération qui pensait qu'il fallait partager le pouvoir avec le CNRD. Et il y avait d'autres générations qui pensaient attention, on ne veut pas commettre peut-être les erreurs du passé, travaillons avec. Mais chemin faisant, tout d'un coup, on revient à nos propositions à UNITA. Je pense qu'il faut, je voudrais que vous m'épargniez des détails. Le président Cellou sait de quoi je parle. C'est pourquoi c'est des gens pour qui j'ai de la considération et du respect. Je voudrais qu'on laisse les détails pour ne pas malheureusement en créer des frustrations inutiles. Mais monsieur Abba, qu'est-ce que vous permettez-moi rapidement, Félix, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent que votre départ ne représente absolument rien au sein de l'ANAD parce que vous êtes des formations politiques qui peuvent être considérées comme des partis plumes et de surcroît, beaucoup d'entre vous n'ont participé à aucune élection, donc votre départ ne change rien. Votre présence est égale à votre absence. Exactement. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, c'est bien beau qu'après la séparation... Puisque Diabati Doré a dit dans cette émission que qu'ils n'ont ni chaud ni froid et que votre départ est égal à votre présence est égale à votre absence et qu'ils n'ont ni chaud ni froid que des partis électrons qui n'ont pas d'incidence sur l'espace politique, qui restent forts et que votre départ pour eux ne représente absolument rien. Qu'en dites-vous? Si c'était le président de l'UFDG qui avait communiqué ainsi, j'allais répondre. Parce que moi, j'étais dans la direction de campagne, la dernière direction de campagne de la Guinée forestière, parce que l'UGDD est un parti, n'est-ce pas, qui s'est opposé au régime Alpha Condé. L'UGDD a participé à toutes les élections majeures du pays, excepté les élections de 2020. Si on n'avait pas éliminé, n'est-ce pas, la candidature UDRP-UGDD qui était portée par Dr Edouard Duplo-Moukougoumou, qui était le candidat unique de notre coalition UNAD, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Je ne voudrais pas répondre à mon frère Diabati Doré. Vous savez pourquoi? Parce que je le connais. Je le connais profondément que lui et moi, nous avons... moi, j'étais son chef de mission quand nous sommes allés il y a plus d'1 an pour faire la tournée en Guinée forestière. Je sais quel est le niveau d'implantation on sait entre nous quel est le niveau d'implantation de chaque formation politique. On sait quels sont les leaders qui sont des leaders internes chez nous. On sait, je voudrais répondre aux partis politiques à qui je peux répondre. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'à envier à l'UFDG. En tout cas, l'UFDG n'a qu'à envier tous les partis politiques
qui sont au sein, n'est-ce pas, de l'ANAN, sont des partis politiques qui ont mouillé le maillot, hein, qui ont apporté, n'est-ce pas, beaucoup de monde au président de l'UFDG et qui lui ont permis, n'est-ce pas, de gagner les dernières élections. Vous savez, c'est eux qui font que des gens, n'est-ce pas, ne veulent plus aller vers eux. C'est eux qui sont en train de s'isoler eux-mêmes. Encore une fois, aucun parti politique, aucun leader qui que ce soit ne pourra gagner, n'est-ce pas, les élections de façon, n'est-ce pas, individuelle. C'est pourquoi il faut que chacun respecte l'autre. Parce que quand nous étions là-bas, nous étions considérés comme de gros. Nous prenions des risques énormes. Moi, j'ai failli perdre ma vie à Kissidou quand j'étais sur le FNDC. Et quand nous sommes encore allés faire la tournée, Dieu seul sait comment nous nous sommes en sortis à Matanta. Je pense qu'il faut que les gens fassent attention et de ne pas frustrer des gens qui ont tout fait pour eux, des gens pour qui ils restent redevables. Parce que là-bas, nous avons même perdu des véhicules. Moi, je pense qu'il faut que les gens fassent attention pour que on ne sait jamais, on ne sait pas qu'est-ce que demain est fait, pour que nous puissions, quand nous nous regardions encore de face, pour que nous puissions en rester ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris la bonne décision et c'est Dieu qui nous a aidés à prendre cette décision et nous voulons recentrer nos efforts sur l'organisation de nos structures, sur le renforcement de notre alliance APR que je préside. Et pour que nous soyons prêts pour les futurs. En tout cas, nous ne voudrions plus rester à la marge, n'est-ce pas, des débats politiques de notre pays. D'accord, allez-y Félix. Alors tout à l'heure, monsieur Francis, vous parliez à la base, il y avait 11 partis politiques qui avaient la volonté de claquer à la porte de l'ANAD. Au final, vous n'êtes que 6 partis politiques. Ce vendredi, lorsque nous parlions du sujet, on a cité ces 6 partis politiques. Sauf que il y a 2 partis politiques qui sont revenus derrière pour dire qu'ils ne sont pas concernés par rapport au départ à l'ANAD. Finalement, la lettre de démission, on a vu le nom de ces 2 partis politiques encore dans la lettre de démission. La question que je veux poser, qu'est-ce qui finalement a joué pour que de 11 partis politiques, vous vous retrouvez à 6 partis politiques à avoir claqué la porte de l'ANAD? Je pense que, souvenez-vous, nous avons compris en fait que certains partis politiques étaient avec nous pour nous espionner depuis des mois. Et donc nous avons compris que des gens étaient au courant de tout ce qu'on faisait. C'est pourquoi d'ailleurs, quand un de nos collègues a proposé une lettre de démission, la lettre de démission a fuité même avant qu'elle ne soit adressée au président Selou. Et nous avons condamné cela avec paiement. Pour nous, c'était un acte de traîtrise. Et effectivement, les six partis politiques qui ont signé, ce sont ces 6 partis politiques qui étaient en Guinée. Oumar Ba, qui travaille depuis plusieurs mois, qui est le président du PUL, il était d'accord, seulement il n'est pas là, il n'est pas à l'étranger, c'est pourquoi il n'a pas apposé sa signature. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il m'a dit, et c'est ce que nous considérons. Maintenant, les autres qui ont dit qu'ils ne veulent pas participer à l'Alliance, ils veulent plutôt créer leur alliance. Ils pensent qu'ils sont eux aussi, ils ont suffisamment les épaules, ils ont de l'expérience pour former une alliance et pour aller aux élections de leur côté. Et ils nous ont dit, écoutez, nous sommes désolés, c'est vrai qu'on a préparé tout ça ensemble, mais nous sommes au sein de l'APR, nous sommes 9 partis politiques. Et je pense qu'ils prendront conscience, en tout cas, nous, notre souhait, c'est qu'ils rejoignent l'Alliance parce que c'est que... Donc vous nous apprenez ce matin que... Donc vous nous apprenez ce matin que... Vous nous apprenez donc ce matin qu'en plus de vous qui êtes partis, il y a d'autres aussi qui sont sur le départ, qui veulent former une autre alliance, c'est cela? Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, oui. D'accord. Alors peut-être, oui, allez-y, Alphonse et Emmanuel. Moi, ma question, c'est Madame Makale, qui est l'une des facilitatrices, dit que... Docteur Makale plutôt, dit que la porte reste ouverte pour rejoindre la table de dialogue. Est-ce que après votre assemblée prochaine, vous allez adresser un courrier afin de trouver votre fauteuil à la table désormais, ou vous allez attendre qu'on vous invite? Non. Nous avons pris la décision de faire la politique pour nous-mêmes. Je pense que nous allons certainement, bon, ça on ne l'a pas décidé, mais je pense que c'est ce que je proposerais, qu'on adresse un courrier, n'est-ce pas, pour que, avec la façon dont nous voudrions participer, avec nos convictions, les convictions que nous avons toujours défendues,
auprès du peuple de Guinée, auprès de nos partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions les apporter autour de la table. Bien sûr, si la porte nous est grandement ouverte, je ne peux être que fier d'avoir pris cette décision, et donc nous le ferons. D'accord. Allez-y, Emmanuel, pour la dernière question. Alors, M. Abba, il y a un autre couloir qui était ouvert avec les membres des forces vives. Est-ce que vous vous joindrez à cette autre voie ou ça ne vous intéresse pas? Non, nous ne serons pas membres des forces vives. Je pense que nous avons été clairs, même dans notre courrier qu'on a adressé au président Selou. Nous ne voudrions plus, nous, rester dans la contestation éternelle. Je veux dire, notre souhait, c'est de recentrer strictement nos efforts sur l'organisation de nos structures à la base, sur la recherche, n'est-ce pas, des moyens matériels et financiers, sur la préparation aux futures élections. Et on ne voudrait pas le faire sans savoir qu'est-ce qui se passe dans le processus, n'est-ce pas, de mise en œuvre des différentes activités de l'accord trouvé avec la CEDEAO. Donc, pour nous, c'est ce que nous voulons. J'espère qu'on réussira à le faire. C'est pourquoi je fais un appel aux gens qui nous ont quittés à la dernière minute et à ceux qui ont laissé notre mouvement il y a des mois de prendre, n'est-ce pas, leur courage en main et de sortir de l'ombre, d'aller sur le terrain, de renforcer leur structure. Parce que je connais tous les partis politiques à l'intérieur de notre ancienne coalition. D'accord. Je pense que c'est le meilleur chemin et c'est le chemin qui leur permettra d'être conseillers, députés, pourquoi pas président de la République. D'accord. FNDT, APR, est-ce qu'on peut dire que finalement ces deux têtes dans un même bonnet, vous allez regarder dans la même direction que le FNDT? Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous ne partageons pas, je veux dire, les mêmes revendications. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Mais il est vrai que Tiamoun Bogolahaba a été le premier président de notre formation politique, l'UGTT. Et puis, donc pour nous, il n'y a aucune question. Nous voulons rassembler, que ce soit le RPG, que ce soit l'ANAN, que ce soit le FNDT, que ce soit d'autres alliances dirigées par d'autres leaders. Nous souhaitons travailler avec tout le monde pour, en tout cas, être présents lors des futures élections. Voilà, Francis Abba, président de... Oui, allez-y, rapidement. Je voudrais rapidement rappeler à vos techniciens que je suis le président de l'UGTB et non de l'UGG qui est écrit à votre écran. Justement, ils vont le corriger tout à l'heure au niveau de la régie. Francis Abba, président de l'UGDD, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. De retour, on va joindre d'une minute à l'autre Joachim Baba Milimono de l'UFDG. Oui, mais avant, allez-y, Caps, une réaction. Ben voilà, c'est très clair. Hein, c'est très clair. Aujourd'hui, nous sommes ouverts au dialogue, même si on nous propose des choses, on va le prendre. Aujourd'hui, Djiba Milimono, M. Francis Abba révèle un certain nombre de choses assez intéressantes. Et il faut dire que l'ANAD doit faire très attention, et notamment l'UFDG qui porte le management de cette coalition-là. Pourquoi ? Vous savez, on ressort dans les propos de Francis Abba la première chose qu'il y a une divergence d'idéologie désormais qui ressort d'opinion sur beaucoup de points. Oui. Et cela pourrait également s'expliquer par le changement de contexte politique. Vous savez, il nous le rappelait, le but de la création de l'ANAD, c'était de défendre les résultats qui mettaient M. Selou Dalein Diallo à la tête de ce pays-là. Et on est dans une nouvelle transition, donc ça, ce n'est plus d'actualité. Et donc, si la coalition a eu du mal à mettre à jour l'intérêt de départ, donc il fallait forcément s'attendre à des incompréhensions qui puissent arriver à une forme de frustration des membres qui se retrouvent dans ce parti politique-là. Et donc, on voit un problème d'intérêt, de conflit d'intérêt qui va finalement se poser au sein de cette coalition-là, qui nous amène justement vers une forme de dissension et finalement des scissions qu'on peut voir au sein de l'ANAD. Et donc tout ça doit interpeller une des choses, parce qu'il rappelle quand même le fait que selon la charte bien entendu de l'ANAD, c'est que la présidence de l'ANAD c'était un mandat d'1 an renouvelable. Mais ça fait 2 ans
qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, d'élection pour changer donc la tête de l'ANAD. Est-ce que ça ne sous-entendrait pas un certain nombre de choses au sein de l'UFDG? Et c'est justement, entre autres, ces questions qu'on voudrait que M. Joachim puisse nous répondre. Justement, la politique de cette chaise vide, ils en ont marre. Ils disent, nous avons M. Joachim Baba Milimono avec nous en ligne. Joachim, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tes collègues et tous vos téléspectateurs et auditeurs. Merci dans cette émission. Allez-y, Aoula Tousso. Bonjour, monsieur Joachim Baba Milimono. La première question, bonjour. Je voudrais que vous nous rappeliez aujourd'hui ce qui est dit au niveau de l'article 5 de la charte de l'ANAD. Puisque monsieur Francis Abba apparemment conteste cela et il dit qu'aucune disposition normalement ne leur forcerait la main à envoyer telle autre chose par rapport un peu à la préscience. Bon, écoutez, je trouve quand même votre question assez insidieuse. Je ne crois pas être venu ici pour parler de la charte de l'ANAD, mais plutôt de la démission de certains de nos collègues. Bon, maintenant, c'est facile de divorcer d'une femme et de la priver de tous les noms d'oiseaux. Oui, mais c'est ce que vous avez utilisé comme base juridique. Si vous permettez, les raisons qu'ils ont évoquées lors de leur conférence, je ne crois pas que ce soit expressement une question de mandat. Ils ont dit vouloir prendre, n'est-ce pas, leur responsabilité. Ils ont dit vouloir prendre leur indépendance parce qu'ils trouvent que leur avenir est compromis, n'est-ce pas, en étant avec l'ANAD ou l'UFDG semble les avaler. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, en parlant de mandat, la charte qui est en vigueur à l'ANAD, effectivement, prévoit un mandat d'un an reconductible une fois, ce qui a été fait l'année dernière. Donc, le deuxième mandat vient d'échoir et un nouveau projet de charte a été élaboré. Depuis 3 mois, nous peinons à faire signer, ou plutôt à valider cette charte-là, parce que ceux-là, justement, qui aujourd'hui sont à la tête de l'APS, notamment M. Pépé Francis Rabat, fait partie de ceux qui ont fait traîner la signature de cette nouvelle charte, enfin de cette nouvelle version de la charte révisée de l'ANAD, qui devait en principe trancher la question de mandat et de beaucoup d'autres questions. Parce que souvenez-vous qu'au sortir de la présidentielle de 2010, n'est-ce pas, nous étions encore une alliance électorale. Et donc il y a eu une mutation d'une alliance électorale à une alliance politique. Alors il y a 4 mois, n'est-ce pas, l'ensemble des leaders de l'ANAD ont convenu de revoir cette charte. Cette charte a été révisée, elle a été signée d'emblée, et il était question de procéder, n'est-ce pas, maintenant à sa signature solennelle devant la presse. Des rendez-vous ont été pris par 3 fois. On n'a pas pu procéder à cette cérémonie, maintenant, c'est ça, par la faute, entre autres, de M. Pépé Francis Rabat. Je ne suis pas là pour lui jeter la pierre, mais c'est là la réalité. Alors, cette charte-là, vous pouvez vérifier au niveau de tous les leaders de l'ANAD, ils vous diront la même chose. Donc, ce n'est pas une question de mandat, c'est un faux débat. D'accord, donc pour vous, à vous écouter, ils ont piétiné expressement les choses puisqu'ils étaient déjà sur le départ, c'est cela? Tout semble à cela, parce que figurez-vous d'abord qu'il a fallu qu'un document fuite, n'est-ce pas, dans la journée du 14, pour que dans la soirée de ce même 14, nous recevions des lettres d'invitation au lancement de l'Alliance APS, sans au préalable que nos anciens collaborateurs nous notifient, n'est-ce pas, ne serait que de manière informelle de leur intention de quitter l'ANAD. À aucun moment donné, ils ne l'ont signifié. Ils n'ont fait aucun courrier, ni au président, ni à leurs collègues, à aucune réunion. Or, nous avons souvent des rencontres, nous sommes dans une plateforme où nous échangeons au quotidien. Ils ont tous des contacts avec les présidents de l'ANAD avec lesquels ils discutent. Donc, aucun d'entre eux n'a fait mention d'une volonté d'aller créer une coalition. Après tout, cela d'abord a été prévu dans les dispositions de la charte en vigueur à l'ANAD. C'est-à-dire qu'il est clairement mentionné que tous les membres de l'ANAD sont libres de quitter l'ANAD à tout moment lorsque, pour une raison ou pour une autre, ils ne se trouvent plus là à l'aise. Donc c'est un droit et une liberté qui est reconnue à tout le monde. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir aller dans une autre alliance. Donc d'abord, de quel droit on pourrait empêcher quelqu'un? Donc c'était tout à fait normal qu'ils partent, mais en allant, la logique voudrait, la courtoisie voudrait que les gens soient informés de leur départ avant de nous inviter à une quelconque cérémonie de lancement, voyez-vous. Donc, alors, on peut aujourd'hui conclure clairement qu'ils ont volontairement retardé cette cérémonie. Je précise que la charte a été signée et ils sont signataires.
Maintenant, le lancement, c'est-à-dire la cérémonie solennelle qui devait informer l'opinion à travers la fête des amendements apportés à la charte en vigueur à la NAD, cette cérémonie a été retardée, entre autres par ceux-là qui sont partis aujourd'hui. Et on pourrait aujourd'hui conclure qu'ils l'ont fait à dessein. D'accord, allez-y Emmanuel. Alors, Monsieur Milmono, il vous est reproché, en tout cas par ceux qui ont fondé l'APR, le fait que l'ANAD serait dans une posture de contestation permanente. Est-ce qu'ils ont proposé à ce que la position puisse changer un temps soit peu, qu'on puisse ouvrir quand même les possibilités, s'ouvrir au dialogue, s'ouvrir au dialogue? Est-ce que ça a été discuté à l'ANAD? Je ne participe pas à toutes les plénières de l'ANAD. Je ne suis pas président d'un parti politique membre de l'ANAD. Toutefois, je n'ai été informé à aucun moment qu'un tel débat ait été posé. Vous savez, justement, quand vous regardez la déclaration de l'ANAD, que l'ANAD a publiée hier, ce qui est reproché aux collègues, c'est de n'avoir pas informé leurs collègues quand même. Si le droit du parti de devenir est reconnu à tout le monde, mais il faut quand même informer. Donc, il aurait fallu qu'il y ait des dissensions internes, qu'il y ait des points de vue divergents sur non seulement la conduite des affaires à l'ANAD, sur son organisation, sur le regard que l'ANAD porte sur la transition globalement, la gouvernance. Alors, à partir de là, on pourrait dire que voici le point de départ, n'est-ce pas, de la discorde entre les 6 qui nous ont quittés et les 13 autres qui sont restés. Mais vraiment, aujourd'hui, vous posez la question à tous les leaders de l'ANAD qui ne peuvent pas vous expliquer les motivations réelles, n'est-ce pas, de nos anciens camarades. Enfin, ils restent encore nos camarades, nous sommes tous des partenaires politiques et nous osons croire que nous nous retrouverons et qu'ils vont, d'ailleurs, de là où ils sont désormais, contribuer en leur façon au retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le respect des principes qui gouvernent notre État. D'accord, allez-y Emmanuel. Alors, deux autres questions. L'une, je vais la poser autrement. C'est de savoir, on parle de fermeté du côté de l'ANAD. On n'est pas assez ouvert pour ce qui est du dialogue. On a observé du début des propositions qui ont été faites par le CNRD, une position de on ne vient pas au dialogue, on ne vient pas discuter. Qu'est-ce que cela vous inspire? Puisqu'il a dit tout à l'heure dans ses propos que c'est en raison de toute cette fermeté, le fait d'être fermé à toute initiative d'aller au dialogue, qui aurait aussi justifié un peu leur départ. Que répondez-vous à ces propos-là? Et peut-être l'autre question que l'on pourrait mettre en avant, et si vous le permettez, c'est éventuellement ce retour annoncé de votre président Cellou Dalein Diallo. Nous apprenons qu'on est en train de mettre les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, qu'en est-il? Bien avant Diba, on a reçu aussi cette information comme quoi il y a d'autres partis qui seraient sur le point de départ. Est-ce que vous avez cette information? Notamment 5. Je n'ai pas suivi la communication de votre invité. Toutefois, moi, je m'en tiens et nous nous en tenons à l'ANAD aux propos, n'est-ce pas, qu'ils ont mentionnés dans le courrier qu'ils nous ont adressé. Comprenez-vous? Donc, je ne veux pas du tout entrer dans tout ce qu'ils évoquent aujourd'hui comme raison. Je dis encore une fois que lorsqu'on divorce d'un collaborateur, lorsqu'on quitte une entreprise, on démissionne, lorsqu'on quitte une alliance politique, lorsqu'on divorce d'un conjoint, la bienséance voudrait que l'on ne se mette pas à jeter l'opprobre sur l'autre, à le caricaturer, à le peindre en noir. Bon, toutefois, ils ont la liberté de leurs propos. Nous n'allons pas dans ce sens-là. Encore une fois, nous leur souhaitons bonne chance, qu'importe ce qu'ils peuvent nous reprocher. Monsieur Milimono, on comprend que vous ne veuillez pas aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne considérez pas que votre position est un peu trop capricieuse? Je suis en train d'arriver à cela. Je viens à vos différentes questions. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, sur la lettre de démission qu'ils ont adressée au président de l'ANAD, deux, en tout cas, présidents de parti, dont les noms sont marqués là-bas et qui, en tout cas, ne sont pas du tout, je ne sais pas, en tout cas, ils affirment ne pas
être associés à cette démarche, raison pour laquelle d'ailleurs ils n'ont pas signé. Et ce document ne devrait pas être publié avec leur nom, sans leur signature, parce qu'ils ne sont pas du tout partants. Maintenant, que l'on annonce des départs ultérieurs au sein de la NAD, encore une fois, je répète, et nous le disons, tout le monde a le droit de venir et d'aller. La NAD est une alliance ouverte, il y a une charte qui gouverne son fonctionnement. Ceux qui se retrouvent dans cette vision sont les bienvenus. Ceux qui ne s'y retrouvent plus, libre à eux de partir. Nous gardons de bons rapports avec tout le monde, de bons souvenirs de collaboration. Maintenant, pour ce qui est des positions tranchées, nous n'avons pas de position tranchée. Les réclamations de l'ANAD sont connues. Je dois rappeler que, n'est-ce pas, 72 heures après le 5 septembre, la première déclaration que l'ANAD a faite recommandait 3 choses au CNRD. Premièrement, la mise en place d'un cadre de dialogue permanent. Deuxièmement, l'acceptation d'une médiation de la CEDEAO. Et troisièmement, n'est-ce pas, si ma mémoire est bonne, c'était de faire en sorte que les engagements qui ont été pris pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel soient respectés. Nous sommes dans cette logique. Et on ne peut pas nous reprocher de ne pas vouloir le dialogue. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus chanté le dialogue, l'a plus réclamé que l'ANAD dans ce pays. Je suis formel. Aujourd'hui, les entités membres des forces vives de Guinée sont celles qui réclament le plus le dialogue, au-delà de l'ANAD. D'accord. Quel dialogue réclamons-nous? D'accord. Nous avons réclamé, demandé, je termine, que la CEDEAO soit au centre de ce dialogue. Voyez-vous, nous avons là 2 positions. D'un côté, vous avez le CNRD avec cette démarche et cette décision, sa vision, et vous avez des partis politiques et des organisations de la société civile qui sont totalement d'accord, qui soutiennent le CNRD dans sa démarche, dans sa vision, dans ses mécanismes, tout entièrement. Donc cela constitue un bloc. Et de l'autre côté, vous avez les forces vives de Guinée qui ont un regard différent. Il faut mettre donc ces 2 partis antagonistes, n'est-ce pas, en face avec un médiateur de la CEDEAO. Mais d'abord, le gouvernement a rejeté la CEDEAO. Après, ils l'ont accepté. Récemment, les missions ont été ajournées. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase où il faut évaluer ce qui a été fait dans le cadre de l'accord dynamique des 24 mois liant le gouvernement guinéen et la CEDEAO. Nous observons, mais dans ça, nous demandons. D'accord. Alors, Joachim Baba Milimoro, si vous permettez, on va marquer une pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. On va vous reprendre dans la dernière partie de l'émission pour éventuellement parler un peu du retour du président Cellou Dalein Diallo avec vous, mais aussi d'autres points liés à l'actualité. À tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djibami Limono. Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djibami Limono. Bonjour à tous, merci de préférer Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans ce flash d'information consacré à l'actualité internationale. Cette semaine, les Alpes-Maritimes sont placées en forte et autonome. C'est le souhait du président kenyan. Ce dimanche à Nairobi, William Ruto a appelé à réformer cette organisation vieille de 60 ans et dont l'efficacité est encore très souvent mise en cause. Si l'Afrique veut établir une solide intégration autonome, notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, elle doit s'autofinancer car, dit-il, le mouvement panafricain a toujours été taxé sur la souveraineté, l'action d'abord. Et pour rappel, la dépendance chronique, même à l'égard des partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l'inspiration et l'indépendance à la souveraineté et à l'action. C'est pourquoi je pense que nous devons prendre au sérieux les recommandations qui ont été faites pour faire de notre organisation une organisation autonome et un ordre financier par nous-mêmes à la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les responsables des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. William Ruto a également réitéré la nécessité d'une réforme de l'architecture financière mondiale alors que le continent fait face à une dette colossale et aux effets du changement climatique. En interactualité,
L'Ukraine a affirmé ce lundi avoir repris 7 km² aux forces russes la semaine dernière autour de la ville dévastée à Bakhmout est tombée sous contrôle russe à mai de 7 mois d'affrontements meurtriers au cours de la semaine dernière. En conséquence, l'amélioration du positionnement et de l'alignement tactique opérationnel de la ligne de front et en direction de Bakhmout en territoire de 7 km² a été libéré, a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar sur son compte Telegram. Enfin, l'émissaire américain pour le climat John Kerry a eu ce lundi 17 juillet 2023 à Pékin une réunion de 4 heures avec son homologue Xi Jinping. C'est ce qu'a rapporté la télévision d'État chinois. Cet échange marque la reprise du dialogue sur le changement climatique entre les deux principaux pollueurs de la planète après la suspension des discussions sur la Chine en août dernier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Espace TV pour retrouver Djiba Milimono et toute son équipe pour la suite du Before les GG. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande De retour sur ce plateau compte de votre émission, le Before des GG, vous l'avez compris. Nous restons avec l'actualité politique ici. Dans une lettre adressée au président de l'ANAD, plusieurs partis ont décidé de se soustraire de cette coalition pour en fonder une autre. On a écouté le président du parti UGDD, Francis Abba, qui intervenait. On va essayer de joindre à nouveau Joachim Baba Milimono de l'UFDG. Le vendredi dernier, 19 coalitions de partis politiques ont participé à une réunion d'information avec le ministre Maurice Kondé. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'exécution des étapes de la transition. Il ressort de cet entretien que la question de la mobilisation des ressources reste l'épineuse problématique selon leur niveau d'information. À quel niveau se situe l'exécution des tâches inscrites au chronogramme? Nous aurons le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono. Il sera notre invité. Si tout va bien, l'actualité a fait les choux-gras des internautes et de la presse partout. Les condamnations, tenez-vous bien, étaient sans tendresse. Des Guinéens malmenés par la police, dit-on, turque, c'était la version jusque-là connue au cours de sa très récente prise de parole publique. Le ministre Maurice Sanda Kouyaté a tenu à préciser qu'il ne s'agissait que d'un seul cas isolé, en plus un Guinéen en situation d'illégalité. Quelle est la vérité dans cette histoire? Un citoyen guinéen résident en Turquie essaiera de prendre la parole dans cette émission et si tout va bien, pourquoi pas le directeur des Guinéens de l'étranger. Nous essaierons aussi de l'avoir, M. Satiou, dans cette émission. Nous avons Joachim Baba Milimono qui revient dans cette émission. Alors Joachim, l'autre question, c'était le retour du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, dites-nous où en sommes-nous, on est à quel niveau et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour faciliter ce retour. Ce qui est en train d'être fait, c'est les préparatifs de son retour et nous le faisons de manière très active. À quel niveau nous en sommes, vous ne le saurez pas parce que je ne vous le dirai pas. Et pourquoi? Vous ne voulez pas vendre la mèche? Parce que je ne serais pas censé le savoir. Ce sont des stratégies, ça c'est interne à l'UFDG, à la NAD. D'accord. Et donc finalement, c'est vrai que plus d'une année maintenant, près d'une année, le président de l'UFDG n'est pas au pays. Et il y a le dossier Air Guinée au niveau de la CRIEF. Il revient au pays. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une fois ici, qu'on ne mette ce dossier en avant pour pouvoir procéder à peut-être à une autre convocation? Est-ce que pour vous, il était temps maintenant de revenir au pays et peut-être d'affronter la justice et se préparer aussi pour les échéances futures? La seule chose qui nous préoccupe en ce moment, c'est le retour de M. Cellou Dalein Diallo au pays. Le reste n'est que débat et à mon sens, il ne mérite pas d'être posé maintenant.
Voilà. D'accord. Monsieur Joachim, justement, vous me tendez la perche par rapport à cette question. Au départ, on disait que le président Cellou ne rentrait pas en Guinée parce qu'on n'a pas confiance à cette justice-là. Et maintenant, on décide à ce que vous décidiez donc à ce qu'il rentre. Est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé et que maintenant, l'UFDG porterait confiance à la justice guinéenne? Quand vous dites on, vous faites allusion à qui? Et ce propos, vous le tenez de qui exactement? Parce que ce propos n'est pas celui du président Cellou Dalein Diallo. C'est une question. Attendez là. Il n'est pas celui non plus dans ce cadre de l'UFDG ou de la NAT. De qui vous le tenez? J'ai même eu plusieurs, selon plusieurs de vos sorties, plusieurs interventions. Cet argument était brandi, était mis en avant quant au manque de confiance à la justice guinéenne. Et justement, d'accord, on va l'écouter. Je veux juste dire. Allez-y. Si vous devez prendre toutes les publications sur Facebook de tout le monde pour les attribuer à l'UFDG parce que quelqu'un s'appelle Diallo ou parce que quelqu'un a mis Moustapha à l'UFDG. Monsieur Joachim, je suis quand même avec vous chaque week-end à votre siège. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que vous n'avez pas fait de sortie de communication par rapport au dysfonctionnement de la justice quand même. Que vous aviez dit publiquement au sein de votre assemblée générale que vous n'avez pas confiance à la justice au vu de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, votre démarche, excusez-moi, elle manque de sérieux à mon avis. Non, mais monsieur Joachim, quand même. Les dysfonctionnements, non, je dis la démarche manque de sérieux. Lorsque nous dénonçons les dysfonctionnements de la justice, ce n'est pas lié à un dossier donné. Mais depuis combien d'années nous dénonçons le dysfonctionnement de la justice? Sous Alpha Condé, nous l'avons fait, le CNRD est venu, on nous a promis qu'elle serait la boussole, cette boussole est cachée, nous l'avons dénoncé. Alors, monsieur... Alors, le fait de dénoncer ça, ne veut pas dire que... Alors, monsieur Milmono... Je termine ma phrase. Nous n'avons jamais dit que ce Dalein Diallo ne rentre pas au pays parce que nous n'avons pas confiance à la justice. Je dis qu'en tant que journaliste, quand vous prêtez un propos comme ça, il faut pouvoir le prouver. De qui vous le tenez, si vous ne pouvez pas le prouver, alors ne le dites pas. Non, quand même, donc, on ne peut pas, non, attendez, on ne peut pas poser quand même une question sans qu'on ne soit quand même à même de justifier. On a dit qu'on a cassé sa maison, qu'on a cassé sa maison, qu'on a cassé sa maison, il est parti, on a cassé sa maison, il est parti, il y a eu beaucoup de choses au regard de tout ça. Est-ce qu'il faut revenir se mettre à la disposition d'une telle justice? C'est la question là on vous pose. Et maintenant, lorsque vous dites que ça manque de sérieux, ça quand même, c'est justement, Celle-ci est malheureusement différente de la précédente qui a été posée. Ce n'est pas la même chose. Quand vous parlez d'un dossier précis, vous dites que sa maison a été rasée. D'abord, elle lui a été retirée, ensuite rasée. Oui, c'est un dossier pour lequel il a été en justice, qui est encore en souffrance, qu'on ne tranche pas. Cela, malheureusement, donne un sentiment de deux poids, deux mesures, en tout cas d'une justice à double vitesse, pendant que de l'autre côté, il y a une célérité dans d'autres catégories de dossiers. Tout cela donne à douter. Maintenant, ceci dit, est-ce que c'est pour cela que M. Cellou Dalein Diallo a quitté le pays? Non. Est-ce que c'est pour cela qu'il ne rentre pas? Non. Maintenant, est-ce qu'il va rentrer au pays? Oui. Est-ce que s'il va rentrer au pays, il aura maille à partir avec la justice? Je n'en sais point et ça ne me préoccupe pas pour l'instant. Nous, ce qui nous préoccupe à l'UFDG et à la NAD, c'est le retour imminent de M. Cellou Dalein Diallo. La CEDEAO, à l'occasion de ces sessions, avait demandé, n'est-ce pas, aux autorités guinéennes de créer des conditions de sécurité et de confiance. Nous osons espérer que si les autorités de la transition sont au sérieux, si elles sont sincères, si elles ont effectivement la volonté de mener cette transition à bout de manière apaisée, n'est-ce pas, elle devra faire en sorte qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, qu'il n'y ait pas de poursuites fantaisistes, parce que ça fait partie des choses que nous avons demandé, n'est-ce pas, au CNRD, pour qu'il y ait un dialogue sans a priori, voyez-vous. Il faudrait que tous les acteurs soient traités de la même façon et que tout le monde parte aux élections à chance égale. Maintenant, lorsque vous, dirigeants, vous, membres du CNRD, vous parlez d'un dossier judiciaire, en ce moment, vous influencez la justice. Nous disons que la justice doit pouvoir fonctionner. Ce matin, vous-même, vous demandez, j'ai entendu la presse demander à la CIF de prendre son indépendance, faire preuve d'indépendance. Tous les jours, nous le faisons.
Alors, ça ne fait pas lié au dossier guinéen, ce n'est pas lié au dossier du domicile de Zolbalem Diallo à Pékin, ce n'est pas lié non plus au dossier des casseries. La justice, elle est défaillante, il y a des problèmes que nous devons dénoncer, parce que quand ça marche, c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée, c'est dans l'intérêt du pays. Quand ça ne marche pas, eh bien écoutez, aujourd'hui c'est moi qui suis victime, demain ça va être vous, après-demain ça va être un autre. D'accord. Ceci doit être voilà. D'accord. Alors, peut-être dernière question, c'est sur le chronogramme. Il y a eu une rencontre tout récemment entre le MATD et certains partis politiques sur les avancées. C'est vrai que vous n'avez pas pris part à ce dialogue-là. Dites-nous, quel est votre avis aujourd'hui avec la manière avec laquelle on est en train de conduire les choses, ces 10 points-là, avec le chronogramme. On est pratiquement, c'est 2024 est arrivé. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Monsieur Diba, vous êtes un entrepreneur, vous êtes organisateur souvent de des concours. Je ne sais pas, je vais faire en référence, vos activités. Lorsque vous organisez une compétition, vous mettez en place un jury qui est composé de membres, si vous voulez, n'est-ce pas, des équipes qui compétissent. Comment voulez-vous que ce jury soit équitable? Pourquoi est-ce que dans vos démarches, vous prenez des jurys qui ne sont pas, n'est-ce pas, ou qui ne sont pas censés avoir des acquaintances avec les compétiteurs? C'est pour assurer d'abord les compétiteurs qu'ils compétissent, n'est-ce pas, dans un environnement où ils vont être traités à chance égale et qu'il n'y aura pas de favoritisme. Dans le cas d'espèce, M. Morikonde, il invite des acteurs qui sont totalement à leur solde, en tout cas leurs partenaires, leurs collaborateurs, ce sont leurs soutiens qu'ils invitent. Ils vont faire un exposé là-bas et derrière, ces soutiens-là sortent pour dire ce qu'on fait, ce qu'ils disent toujours. Non, tout est bon, tout est blanc, alors c'est bien beau tout ça. Voyez-vous, aujourd'hui, si le CNRD, le ministère de l'Administration du Territoire, veut être sérieux, la CEDEAO vient de mettre en place une commission de suivi et évaluation de la transition guinéenne. Alors que l'on invite ces derniers ou que l'on laisse ces derniers faire une évaluation, le rapport qui sera produit, nous serons tentés, si vous voulez, de plus ou moins de lire et de donner un peu de crédit à celui-là, mais pas à ce que Moïse Condé fait entre lui et ses soutiens. Pas du tout. Aujourd'hui, quel est le niveau d'avancement réel de l'exécution de ce chronogramme, et si vous voulez, de cet agenda, de cet accord-là, parce que ce n'est pas un chronogramme, c'est l'un de l'Est. D'autant plus que nous avons toujours été opposés aux 2 premiers points inscrits dans les 10 points ou les 11 inscrits dans cet accord-là. Il s'agit du RAVEC et du recensement général de la population auquel nous sommes opposés, parce que ne serait que les deux là, nous sommes partis pour au moins 8 ans. Alors, si nous voulons aller rapidement au retour à l'ordre constitutionnel, il faut que l'on soit sérieux avec nous-mêmes et que l'on arrête de dire que les bailleurs ne donnent pas l'argent, c'est pour qu'à peine. Si vous n'êtes pas sérieux, aucun bailleur ne mettra de l'argent. D'accord. Merci beaucoup, Joachim Baba Milmono, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé. On poursuit le débat dans cette émission. On se retrouve dans un court instant. Ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité, la quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau, allez-y, Alphonse, Félix, vous aurez la parole tout à l'heure. Moi, rapidement, j'ai envie de rappeler une chose. Quand il ressort que le recensement général de la population peut prendre 8 ans, en fait, c'est pas parce que ça doit prendre 8 ans que ça ne peut pas démarrer maintenant. Et il n'est pas dit que sur les activités de longue durée, la transition doit se porter sur toutes ces années-là. En fait, il faudrait aujourd'hui que l'UFDG sorte une réflexion réelle et arrête son chichi. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne le dit pas véritablement, c'est que ce parti est capricieux. Et ça, c'est parce qu'on est arrivé à faire croire que son union circonstancielle avec le RPG et l'UFR leur donne 95% de l'électorat guinéen. Et c'est dangereux ce discours-là. Parce que 95% de l'électorat qui revendique, c'est sur la base d'un résultat avec lequel ils n'ont jamais été d'accord. D'où même la création de l'ANAD, pour récupérer la victoire qu'ils réclamaient. Parce que les 95% dont ils réclament là, c'est le RPG, l'UFDG et l'UFR. Mais aucun d'entre eux n'était d'accord. Qu'est-ce que vous appelez capricieux?
Le parti est capricieux pour la simple raison que aujourd'hui tout tourne autour de la personne de Cellou Dalein Diallo. Mais c'est le leader. Et c'est dangereux. C'est pas une entreprise. Où on dit que quand le PDG n'est pas là, ça ne se signe pas. Il y a des cadres au sein du parti qui sont capables aujourd'hui. Je connais des cadres dans ce parti. Prenez le doyen Aliou Condé. Ce doyen aujourd'hui à la table pour parler de la transition aurait fait de très bonnes propositions qui auraient permis au CNRD de hâter ses pas et quitter le pouvoir. Quand on dit que le CNRD veut se maintenir au pouvoir, j'ai comme l'impression qu'on se fout de notre gueule. Parce que c'est plutôt l'UFDG qui est en train de prêter le calendrier au CNRD pour rester. On veut que la jeune dégage, mais on n'a pas envie de venir à la table pour que la jeune s'en aille. C'est eux qui disent toujours, il faut qu'ils dégagent, il faut qu'ils organisent les élections et partir. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas venir discuter des moyens pour sortir de cette transition. Et le dernier point qui est important, en fait, je ne sais pas qui nourrit la communication de l'UFDG. Mais ce parti, avec tout le potentiel qu'il a un véritable souci de communication. Et ce n'est pas né d'aujourd'hui. Ousmane Gawal a été une plaie dans leur communication. Justin Baba ne règle pas le problème. Quand ce parti doit se mûrir encore mieux. Parce que leur communication n'aide pas le parti. Aujourd'hui, ce qui va finir par arriver à ce parti, c'est qu'ils vont se retrouver seuls, comme un orphelin, avec le regard du monde entier braqué sur leur mauvaise foi. Pendant qu'ils ne sont pas très souvent de mauvaise foi. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais la façon de communiquer sur leurs intentions ou leurs raisons fait que ça ressort quasiment de la mauvaise foi. Et aujourd'hui, c'est dangereux pour un parti qui a quand même le potentiel présidentiel. C'est le seul parti aujourd'hui qui a une base légale. En fait, c'est le seul parti qui, à 0 heure, vous dit nos militants sont prêts, les militants sont prêts. Les autres sont obligés d'aller négocier des militants encore pour venir. L'UFDG n'a pas besoin de ça. Donc, qu'ils revoient leur communication et qu'ils arrêtent de se faire du tort. Il y a leur place à la table pour sortir de cette transition. Allez-y. Et avec ou sans eux, il faut que cette transition finisse. Parce qu'aujourd'hui, on voit l'aspect politique. Mais les autres dégâts sur les autres secteurs qu'on est en train de faire avec la transition, ils ne le calculent pas parce qu'eux, ils veulent le pouvoir. Mais après, quand ils auront ce pouvoir-là, il leur faudra 10 ans pour rectifier ce qui a été gâté pendant la transition. Qu'ils arrêtent ces chichis. Ce parti ne peut pas continuer à être capricieux comme ça. Allez-y, Emmanuel. Vous savez, il y a parfois cette facilité à tourner l'UFDG et l'ANAD comme étant les méchants de l'histoire. Mais moi, j'ai envie de dire que aux antipodes de tout cela, les percevoir comme étant un parti capricieux, ce serait méconnaître aussi l'attitude du CNRD depuis le départ. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour le dialogue si dans un premier temps vous refusez la médiation de la CEDEAO, puisque le CNRD a été le premier à recuser l'invitation de la CEDEAO, plutôt le fait que la CEDEAO soit présente, alors que l'UFDG et tous les autres partis avaient proposé qu'il y ait une médiation de la sous-région. Donc de ce côté-là, on a vu les tentatives qui se sont soldées par des échecs de Mohamed Beavogui, mais aussi dans un premier temps de Bernard Goumou. Donc c'est tout pour dire que il ne faudrait pas seulement voir l'attitude actuelle de l'ANAD et de l'UFDG. On est parti de quelque part. Parce qu'on est parti de quelque part. Il y a des fâcheux précédents qu'on a contribué à créer et que de ce fait, la situation ne peut pas se défaire d'un jour à l'autre. Maintenant, pour moi, parler j'ai envie de dire de caprice, ce serait de dire peut-être que l'UFDG ou l'ANAD ont des revendications, ont des exigences qui sont au-delà de ce qu'on pourrait demander. Alors que pour moi, tout cela n'est que de droit, parce que lorsqu'on demande à ce qu'on revoie entièrement un certain nombre de points, notamment sur le retour à l'ordre constitutionnel, sur les activités qui sont en train d'être réalisées, un parti a bien entendu le droit de ne pas s'accommoder, de ne pas s'associer, de ne pas s'amouracher avec ce qui est en train d'être fait lorsqu'il n'est pas d'accord avec cela. Donc je pense que cela devait être respecté. Toujours est-il que le CNRD n'est pas là pour s'inscrire dans l'éternité. Le CNRD doit faire en sorte, puisqu'il n'a pas de parti pris, doit faire en sorte que chacun puisse se retrouver autour de la table. C'est lui qui a quelque chose à gagner. Il ne faudrait pas que les différentes discussions qui sont en train d'être tenues sur la situation de l'UFDG et tout, les amènent à croire que l'UFDG c'est le méchant, mais ils doivent comprendre qu'ils ont besoin à la fois de l'UFDG et des autres partis. Et du RPG et tout le monde. Justement, puisque
à la fin, ces élections, c'est pour ces partis politiques. Allez-y. Ben voilà, Djiba Minimono, est-ce que l'UFDG est parti capricieux ou pas? Chacun a sa position, aura sa raison à donner. Moi, je ne commande pas ça. Mais par contre, je veux m'intéresser sur deux choses assez importantes. La première, il ne faudrait pas que ça échappe à l'UFDG. En tant que parti politique, forcément, les départs ne nous enchantent pas au sein d'une coalition. Et l'UFDG porte cette coalition-là. Savoir qu'il y a 6 partis politiques qui sont partis et qu'il y a 5 autres qui souhaiteraient partir, peu importe la position de ces gens-là, leur poids, etc., il est important de pouvoir remettre ces gens-là parce que ça ressort un certain nombre de choses assez légitimes qu'on peut voir. La divergence aujourd'hui d'idéologie, c'est lisible, mais également le changement du contexte politique. Donc, il faut reformer allant sur toutes ces choses-là. Mais j'ai également envie de dire une chose pour terminer, Djiba, qu'il faudrait qu'on fasse attention avec la communication. Pendant combien de temps on a vu l'UFDG dire « Nous ne participons pas à ce dialogue-là, il faut que le président Selou soit présent ». On a vu des communications, des dirigeants, pas des moindres, le dire ici. Mais au-delà de ça, ils sont allés plus loin. Finalement, on a même posé des questions pour savoir est-ce que c'était dû à son calendrier. Mais on nous opposait la justice qui était là, jusqu'au point que le ministre de la Justice lui-même a fait des sorties pour parler de ça. Mais nous dire aujourd'hui que ce n'était pas les raisons, je pense qu'aujourd'hui, l'UFDG est en train de se rendre compte que c'était la même erreur qu'ils avaient eu à commettre pendant les élections présidentielles. Ils ont adopté la politique de la chaise vide. Nous ne participons pas aux élections. Et à la dernière minute, eux-mêmes sont venus légitimer ces élections-là en participant à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait pas que... Il faut tirer des leçons de ça. Peut-être que l'idée en soi n'est pas mauvaise, mais la stratégie appliquée par ce parti-là est à revoir. Merci beaucoup, Caps. Nous avons le président du BL avec nous en ligne, Dr Faya Milimono. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Première question, il y a eu cette rencontre entre le MATD et les partis politiques. L'objectif de la rencontre, c'était de communiquer sur l'avancement, en tout cas du chrono, l'exécution. Dites-nous, au sortir de cette rencontre-là, est-ce que vous dites qu'on est sur la bonne voie et que tout est en train d'être fait pour qu'on soit dans le délai légal, normal? En tout cas, selon le chronogramme qui a été adopté par le CNRD, le gouvernement d'un côté et la CEDEAO de l'autre, les étapes qui se sont définies apparemment sont en train d'être respectées. J'en veux pour preuve lorsque le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait la démonstration devant nos partenaires, parmi lesquels il y avait bien entendu la CEDEAO, représentant de la CEDEAO ici à Conakry, qui effectivement a confirmé que ce qui est en train d'être fait est même aux étapes définies dans le chronogramme. Nous étions intéressés, n'est-ce pas, d'avoir également cette communication pour s'assurer que, effectivement, comme on est en train de nous dire, les 2 ans seront suffisants pour voir le retour à l'ordre constitutionnel normal. Et nous avons eu satisfaction. D'accord. Allez-y, Félix. Alors, docteur, vous dites que ça s'apparente, hein, vous pensez que tout semble marcher bien. Mais je veux poser cette question. À la dernière sortie du ministre Moricondé, après s'être vu avec les partenaires, il avait dit qu'ils attendent encore la réaction des partenaires, notamment les partenaires techniques et financiers. Sur le côté finance, comment peut-on espérer que tout marche bien lorsque nous avons, pris notre destin et nous le confions à des personnes externes qui doivent apporter quelque chose pour la marche de la transition? Puisque une élection, c'est 3 choses, c'est le cadre légal, le fichier et l'argent. Retenons bien une chose. Nous parlons de la Guinée, et la Guinée a eu des périodes transitoires par le passé. La communauté internationale l'agenda qui a été défini, ce n'était pas un agenda défini par les acteurs politiques et sociaux. Alors, est-ce que, Monsieur le Président, la communication n'est pas si bonne là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, puisque ça s'entrecoupe là où vous êtes, on a du mal à vous recevoir ici dans l'émission. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là on vous entend, allez-y. Allez-y. Voilà.
Donc, il faut rappeler que en 2008-2010, nous avons eu une période transitoire et la communauté, notamment la CEDEAO, était joueur majeur. Ça nous a amené à un problème qu'on a besoin de rappeler. Rappelons-nous aussi que lorsque le CNRD est arrivé, les acteurs sociaux, n'est-ce pas, étaient en train de déterminer la durée. Il y a eu... Alors justement, la communication n'est pas assez bonne. Peut-être on va essayer de vous rappeler après, puisque ça s'entrecoupe. On a besoin d'avoir votre avis sur ce chronogramme. Oui, allez-y. L'argument qui revient, c'est les finances. Ouais. Puisque une élection, c'est le fichier, c'est le cadre juridique, mais aussi c'est l'argent. Oui, justement, Djiba Minimono, en fait, ce qu'il faut rappeler par rapport à ça, moi, je suis un petit peu perdu par rapport à un point. Monsieur Faya Minimono le rappelait, et lors de la dernière sortie où le ministre Mori Kondé nous faisait le rapport par rapport à l'évolution de ces 10 points du chronogramme, quant à la réaction du représentant de la CEDEAO, du côté de la Guinée ici, qui participe à cette rencontre-là, quand on l'écoute nous dire que les points sont en train de se dérouler, mais de l'autre côté, quand la CEDEAO se rencontre, on a quand même ces éléments qui ressortent qu'il faudrait une plus grande inclusivité dans le dialogue guinéen qui pourrait justement nous envoyer à des facilités. Et donc il faut dire également que cette épineuse question qui est la question financière, on ne peut aller à la mobilisation des finances que quand il y a une certaine crédibilité de ces partenaires-là. Et à chaque fois qu'on voit à la sortie de la CEDEAO, ils appellent à une forme d'inclusivité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour aller vers ça? Oui, Monsieur le Président, vous étiez un peu sur l'historique des élections de 2010. Vous disiez qu'on a précipité les choses. Et ce qui nous aurait aussi conduit à ce qu'on a connu après. Donc, pour résumer, en fait, sur l'historique, il faut dire que ici en Guinée, on était en train d'aller vers un délai de 3 ans pour cette période transitoire. La CEDEAO est venue avec sa solution magique de 2 ans, 24 ans, 24 mois. Elle a négocié avec le CNRD et le gouvernement, mais en donnant la garantie que les partenaires viendront avec l'argent pour que les 2 ans soient respectés. Maintenant que les 2 ans ont été adoptés, on a adopté un agenda qui comporte 10 points, notamment les recensements, etc., etc. Je ne reviens pas sur quelque chose que vous connaissez. Si la CEDEAO ne se bouge pas pour que les partenaires qui ont promis qu'ils mettraient l'argent pour que les 2 ans effectivement soient respectés, eh bien, on ne peut pas continuer à élever le ton pour dire comment on va avoir l'argent. Le problème qu'ils évoquent, c'est un faux problème quand ils disent inclusivité. Je ne crois pas que quelqu'un ici en Guinée soit en train de défendre l'exclusion de quelqu'un. Je peux vous dire une chose. S'il y a aujourd'hui une entité qui est en train de prôner l'exclusion, c'est la même entité qui refuse d'être autour de la table. Parce que cette entité considère les autres acteurs qui sont si minables qu'ils ne devaient pas être autour de la table. Il faut qu'on se dise les vérités. Dans ça, si la CEDEAO pose comme condition que les gens qui ne dorment pas entendent parole, eh bien la CEDEAO sera aussi dans la mauvaise foi et cette période transitoire pourrait s'allonger, malheureusement. D'accord, allez-y, Aoula Toussou. Monsieur Milimono, selon vous, on vous a présenté ce week-end, en tout cas le point en ce qui concerne la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Est-ce que c'est au niveau du financement seulement où il y a problème ou bien il y a des problèmes justement dans l'exécution de certains points au-delà du financement? Au niveau de l'exécution des tâches, nous n'avons pas décelé de problème, comme d'ailleurs le représentant de la CEDEAO lui-même l'a dit. Là où il y a un problème aujourd'hui, c'est que la CEDEAO doit se bouger. La CEDEAO ne peut pas continuer à dire nous avons 24 mois à respecter alors que l'engagement que les partenaires mettent de l'argent pour que le recensement général soit fait, pour que le recensement administratif à vocation d'état civil soit fait, pour que les autres tâches soient accomplies. Il faut que la CEDEAO sorte, n'est-ce pas, du langage ambigu. La CEDEAO ne peut pas donner la preuve aux Guinéens que nous sommes que ce soit le CNRD, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs politiques et sociaux que nous sommes en Guinée ici, il y ait quelqu'un parmi nous qui ait prôné l'exclusion de quelqu'un. Non.
Ça n'existe pas. Les mêmes gens que la CEDEAO semble vouloir, n'est-ce pas, soutenir en filigrane dans ses communiqués, ce sont eux-là qui considèrent que la Guinée, il y a 100% de Guinéens derrière eux. Et donc, s'ils ne sont pas autour de la table, eh bien, rien ne va se passer. Si on se comporte comme ça dans une république, eh bien, je suis désolé, vous allez, c'est-à-dire le train va bouger et il va vous laisser. D'accord, allez-y, Caps. Très bien, monsieur Milimolo, vous évoquez un point très, très, très important. Il faudrait que la CEDEAO sorte de cette ambiguïté-là. Et c'est justement là où ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que finalement, le CNRD ne s'est pas donc trompé de priorité au lieu de d'amasser ces sommes d'argent pour mettre dans des projets de développement dans les infrastructures. Puisque là aussi c'est une question de souveraineté. Entre autres. Alors, et si ces sommes-là étaient redirigées vers l'organisation des élections et que finalement la Guinée ne compte pas sur les partenaires financiers pour organiser ces élections-là, est-ce qu'on n'aurait pas notre destin en main? Je crois que c'est une question qu'il aurait fallu qu'on pose à nos compatriotes qui sont à Fonodou, ça c'est dans Beila, à nos compatriotes qui sont à Balandougouba, dans Mandiana, à nos compatriotes qui sont simplement à Fria ou ailleurs. Ce pays-là est abandonné. On a vu pendant 11 ans des pierres déposées pour des projets qui n'ont jamais vu le jour. Je crois que si on voit que ces projets sont en train d'être mis à jour, je ne crois pas que l'on comprenne que le CNRD et le gouvernement ne peuvent pas décider comme ça que l'argent qui était destiné à construire un pont entre tel village et tel village, il faut le détourner pour les questions électorales. Ça ne peut pas se faire. Et comme quelqu'un parmi vous l'a dit, c'est une question de souveraineté. Le fait que nous sommes en période transitoire ne veut pas dire que la Guinée s'arrête et qu'on ne peut plus vivre, qu'on n'a pas besoin de problèmes, qu'on n'a pas de problème de sécurité sur nos routes, qu'on n'a pas besoin de problèmes de route, qu'on n'a pas besoin, comment on appelle ça, qu'on n'a pas de problème d'électricité, d'eau potable. Il faut qu'on attaque tous ces sujets-là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'on se focalise sur là où ce n'est pas en train de marcher. D'accord. Mais pour ce qui concerne l'agenda électoral, je veux que nous, Guinéens, nous comprenions que la communauté internationale doit cesser de jouer un mauvais jeu avec nous, parce que cette crise-là, dans laquelle nous sommes, cette communauté internationale y a contribué. Nous avons été, nous, à Abuja, pour demander à la Cour de justice de la CEDEAO d'intervenir pour qu'on ne manipule pas la constitution en Guinée. Ils étaient dans des communiqués ambigus, comme on le voit encore aujourd'hui. Il faut qu'ils viennent honorer leurs engagements, que le financement soit mis sur la table pour que les choses soient faites. D'accord. Une question, puisque vous le disiez dans une de vos sorties, que ce qui pourrait aussi rassurer, il faudrait qu'à date qu'on ait une idée un peu de la date, par exemple des élections référendaires pour la Constitution, le référendum, qu'on ait une date connue pour les législatives, mais aussi une autre date pour la présidentielle. Vous dites qu'une telle communication pourrait aussi rassurer. Donc pour vous aujourd'hui, il faut que le pouvoir en place donne les dates. Tout à fait. En tout cas, à cette rencontre, c'est ce que j'ai posé comme question. C'est-à-dire que le déroulement de la mise en œuvre du chronogramme, ça se fait bien, comme les partenaires eux-mêmes le reconnaissent. Maintenant, il faut qu'on commence. Parce qu'il faut aussi que nos partenaires étrangers, qui ont promis des sommes d'argent, comprennent qu'à telle date, nous devons avoir un référendum. Ils comprennent qu'à telle date, nous devons avoir les élections locales. Et que ce n'est pas après ces élections locales qu'il faille venir avec le financement de ces élections locales. Qu'on sache à quelle date les élections législatives vont être organisées. Parce que nous n'avons plus que combien de mois? Nous sommes au 7e mois aujourd'hui. Il ne reste que 5 mois maintenant pour l'année 2023. Et donc, 5 mois plus 12, ça fait 17 mois. En 17 mois, il faut qu'on commence effectivement à pointer du doigt des dates précises pour que les partenaires qui ont promis des sommes d'argent pour la mise en œuvre du chronogramme, eux aussi se bougent. D'accord. Oui, peut-être l'autre question à vous poser aujourd'hui. Oui, en plus des dates. Donc, à vous écouter aujourd'hui, s'il y a glissement, ce qu'on ne souhaite pas,
eh bien, la responsabilité serait du ressort de la CEDEAO, c'est cela. En tout cas, la responsabilité serait en bonne partie du côté de la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qui est venue négocier ce chronogramme-là. Rappelez-vous, la CEDEAO a négocié ce programme à l'insu de tous les acteurs politiques et sociaux. D'accord. À l'insu de tous les acteurs. C'est eux qui ont rassuré qu'ils ont les experts. Ils peuvent faire des calculs dans les machines pour que les 24 mois soient tenables et surtout qu'ils viendront avec l'argent nécessaire et à temps. Maintenant qu'ils commencent à se mettre, parce que les partenaires ne se bougent pas pour payer l'argent qu'ils ont promis, ils commencent eux aussi à se mettre dans un langage ambigu, il faut que ça soit inclusif. Quelle inclusivité on est en train de chercher? Il n'a jamais été question depuis le début de cette période transitoire d'exclusion de quelqu'un. Moi, qu'on me donne la preuve. D'accord. Justement, Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, l'on se souvient, vous, dans votre communication, vous avez dit à l'époque qu'il fallait aller vers 3 ans, pour minimiser un peu ces facteurs-là. Est-ce que, si on vous avait écouté, finalement, on aurait pu aller au-delà de ces 24 mois? C'est cela? Puisque vous dites que personne n'a été concerné, on n'a pas pris l'avis des gens. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je considère que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. En 2010, on a suivi la vitesse que nous a imposée la communauté internationale. On a couru des risques sérieux. Ce n'était pas la France ou les États-Unis ou un autre pays qui était face à ce risque-là. J'ai dirigé la campagne d'une élection ici. J'étais impliqué dans le second tour ici, qui devait avoir lieu en 2 semaines. Ça nous a pris 5 mois. On a compté combien de cadavres? Il ne faut plus qu'on se prête à ce jeu, qu'on mette notre pays et notre peuple en danger. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Pourquoi nous avions proposé les 3 ans? Aujourd'hui, et vous avez suivi notre communication devant le CNP, nous attaquons la façon dont nous élissons chez nous les députés. Sur la liste nationale, on a les 2 tiers. Nous avons pensé qu'il faut changer cette situation. On a, parmi les 2 tiers, c'est des gens qui ne connaissent même pas les problèmes des quartiers dans lesquels ils vivent. Et à l'uninominal, où on a plus de légitimité, quand vous comparez une commune comme Kaloum à la commune comme Matoto, on ne peut pas parler d'égalité en droit et en devoir des citoyens guinéens. Nous avons donc proposé que, partant du résultat du recensement général de la population et de l'habitat, si nous sommes 15 millions ou 12 millions et qu'on adopte à travers notre constitution, n'est-ce pas, un nombre de députés de 120 ou 125, on divise le nombre total par le nombre de députés pour trouver le quotient. Ce quotient-là, s'il peut être sorti 4 fois dans la population de Kankan, eh bien, on aura des listes de 4 candidats pour Kankan. La même chose pour Zéro Corée, etc., etc. C'est ce qui peut nous amener à quelque chose de plus juste, à quelque chose de plus solide, à quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais on est en train de nous bousculer comme si, encore une fois, nous pouvons accepter qu'on nous attache la corde au cou et qu'on nous tire à volonté. Nous n'accepterons pas cela. C'est la CEDEAO qui est venue mettre le pied là-dedans pour dire qu'ils ont une solution magique. En 24 mois, ils peuvent amener le CNRD à aller aux élections, qui a l'argent pour le faire. Ils n'ont qu'à sortir des déclarations ambiguës faisant appel à l'inclusivité. Il n'y a pas un problème d'exclusion ici. Il n'y a pas un problème d'inclusion ici. Tout le monde est appelé à être autour de la table. Sauf que l'UFR, l'UFDG et le RPG, ils ne seront pas d'accord avec vous. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'exclusion, le cas Cellou Dalein qui est à l'étranger, on a vu comment sa maison a été mise au sac. Vous avez Sylvia Touré également qui n'est pas là. Le RPG Arc-en-Ciel qui dit nos cadres sont en détention et tout ça. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on peut aussi faire un peu d'effort de l'autre côté pour les comprendre? Je crois que tous ensemble, nous sommes des acteurs politiques. Chacun de nous peut être dans les mêmes problèmes dont on parle aujourd'hui concernant mon frère Kassori, etc., etc. Dans le cas d'un respect mutuel, ce sont des questions qui pouvaient être évoquées, pas nécessairement dans le cadre du dialogue. Mais si on les impose comme agenda du dialogue, ça ne peut pas aller. Parce que l'interférence de l'exécutif dans le judiciaire, nous en avons souffert.
nous en avons souffert. Je sais comment est-ce que les rencontres ont été tenues au ministère de la Justice quand j'ai été envoyé à la maison centrale. Je n'accepterai pas qu'on interfère avec la justice, même si c'est pour obtenir la liberté de quelqu'un. Parce que si vous interférez, vous demandez à l'exécutif d'interférer avec la justice pour obtenir la liberté de quelqu'un, eh bien vous allez pleurer demain de voir le même exécutif interférer avec la justice pour envoyer un innocent en prison. Il faut qu'on comprenne ce que nous voulons. Alors, les revendications concernant les procédures judiciaires, ça pouvait être négocié à part, complètement à part. Mais les questions politiques qui sont devant nous, tout le monde devait être autour de la table pour essayer de les débattre. On ne peut pas me dire que parce que quelqu'un est à l'étranger, il a son parti ici qui tient des choses, des rencontres tout le temps, qu'il ne peut pas y avoir des cadres qui peuvent se retrouver autour de la table pour parler de la Guinée. Là, le parti politique ne peut pas se limiter à une personne. D'accord. Allez-y, Caps. Très bien. Alors, docteur Faya, moi je vais aller avec vous sur deux questions. Alors, la première, comment vous réagissez à ceux-là qui pensent que le recensement général de la population n'avait pas forcément son lieu d'être, parce que c'est une activité qui peut durer même, voire 8 années, selon notre invité précédent. Quel est donc votre regard par rapport à cette question? Mais la seconde chose, c'est de savoir aujourd'hui, alors si la CEDEAO ne réagit pas vite, ou qu'est-ce qui va donc se passer, ou qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour envoyer justement la CEDEAO à honorer cet engagement de départ? Si la CEDEAO, la première partie de votre question, c'est sur le recensement général de la population et de l'habitat. N'oublions pas qu'en 2014, il y a eu un recensement général de la population et de l'habitat. Je me rappelle encore, en tant qu'opposition à l'époque, toutes les faiblesses que nous avons identifiées dedans. Kaloum ici, les chiffres sont là, ils sont têtus, vous pouvez les regarder encore aujourd'hui. On nous a dit que la population de Kaloum, c'était 62 000 habitants. Mais l'autre recensement qui avait été fait, indépendamment du recensement général de la population et de l'habitat, nous avait crédité Kaloum de 60 000 électeurs. Vous trouvez ce ratio-là possible? Non. On sait que les chiffres ont été gonflés par-ci ou par-là. Or, si vous faussez le recensement général de la population et de l'habitat, vous faussez votre développement. Parce que c'est sur la base de ces chiffres que vous allez vous planifier à construire des écoles, à construire les centres de santé, à construire les postes de santé, etc. etc. Donc, pour moi, mieux vaut le faire bien et qu'on fasse un comptage du Guinéen pour savoir combien nous sommes. Et cela cadre, encore une fois je le répète, le CNT pourrait ne pas prendre cela en compte. Si le CNT ne prend pas en compte, eh bien dans le débat nous continuerons à insister là-dessus. Nous voulons que l'égalité en droit et en devoir des citoyens guinéens soit respectée. Maintenant, par rapport à la CEDEAO, si la CEDEAO ne se bouge pas, eh bien la CEDEAO doit en ce moment se mettre de côté. Nous allons discuter entre Guinéens, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, on s'entend sur un délai et puis nous essayons d'évoluer. D'accord. Alors, peut-être dernière question sur le RAVEC, puisque c'est à partir du RAVEC qu'on va tirer le fichier électoral. Dans la communication, il y a encore une semaine, Dr Makale, qui chapeautait les choses, disait qu'on attendait l'adoption de 2 lois et également qui va aboutir à la nomination du coordinateur du RAVEC. Et dans la rencontre, qu'est-ce qui a été dit du RAVEC, puisque cette activité aussi, elle est indispensable, puisque c'est de là on va avoir un fichier électoral, cette fois-ci assaini, avec des données claires des Guinéens. Par rapport à cette activité en particulier, quand j'ai écouté le ministre Mori Kondé, je me suis dit intérieurement, ils ont besoin de communiquer davantage. Parce que quand on nous a présenté les étapes, d'abord les avantages, c'est-à-dire nous sommes des Guinéens, nous ne comprenons peut-être pas de quoi l'on parle, mais c'est en Guinée où vous pouvez naître jusqu'à ce que vous mouriez sans que vous ne laissiez une trace de votre existence. Ça ne peut pas continuer. Nous vivons dans une pagaille indescriptible depuis 1958, au point que même là où vous êtes, espace, vous ne pouvez pas m'indiquer à travers un chiffre avec un mot de plus votre adresse où je peux aller en allant sur Google et me déplacer là-bas.
Le RAVEC, les étapes qui nous ont été décrites sont en train d'être mises en œuvre. Le travail préalable est fait. Il est question, effectivement, que la dimension légale, parce qu'il s'agit des données personnelles qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut qu'une loi encadre cela. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a 2 textes de loi dont les projets ont été soumis au CNT. Lorsque c'est pris, parce que ça nous concerne tous. Je ne veux quand même pas, parce que j'ai été recensé avec mes empreintes digitales, avoir mes données vendues à un commerçant de Chine. Vous comprenez? Oui. Parce que ça peut impliquer beaucoup de choses. Alors, c'est pourquoi les 2 textes, je les trouve normales que, comment on appelle ça, qu'ils soient adoptés pour permettre une meilleure protection des données personnelles des Guinéens qui seront prises lors du recensement général de la population et de l'habitat. Et je crois que la sécurisation qui va être faite, ça va nous empêcher d'avoir des doublons que nous connaissons aujourd'hui. Un Guinéen peut se multiplier aujourd'hui par 5, par 10 et avoir des avantages. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des numéros, comme d'ailleurs la fonction publique guinéenne ne paye pas le poste. La fonction publique guinéenne paye le numéro. Il suffit d'avoir 2 numéros, 3 numéros, 4 numéros. Vous pouvez ouvrir 10 comptes avec des identités différentes. Vous pouvez faire votre nom là, Giba Milimuno. Vous pouvez faire Milimuno Giba. Vous pouvez même ajouter Milimuno Giba L, etc., etc. Avoir autant de comptes et collecter l'argent auprès de l'État. Mais lorsque le recensement général, le recensement administratif à vocation d'État civil va être terminé, vous aurez un numéro d'identifiant personnel qui va vous suivre jusqu'à la fin de vos jours. Vous ne serez plus capable de vous dédoubler. D'accord. Pour ouvrir un compte, ce numéro, on aura besoin. Pour avoir un boulot, ce numéro, on aura besoin. Donc, il y aura une possibilité, à travers ce numéro, de comprendre un ensemble de choses vous concernant. D'accord. Pourquoi leur protection est nécessaire. D'accord. Alors justement, parmi par exemple, le chronogramme des forces vives, les autres, c'est-à-dire l'ANAD, le FNDC politique et le RPG arc-en-ciel, parmi leurs propositions, eux, ils disent de diligenter la mise en place des NOGE en réhabilitant l'ancienne CENI ou en mettant en place une nouvelle et demander aux partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, les Nations unies, l'OIF, la CEDEAO de déployer sans délai une forte assistance technique pour accompagner l'OGE dans la préparation des élections. Est-ce que vous êtes du même avis ou vous aujourd'hui il faudrait aller avec... Je ne suis pas du même avis. Il faut dire clairement ce que veulent les 3. Ce que veulent les 3, c'est qu'on fasse le toilettage du fichier qui a existé. Vous savez, en 2020, encore une fois, nous n'avons pas la mémoire courte. En 2020, on nous a sorti un premier fichier électoral où on nous avait dit qu'il y avait 7 millions et quelques Guinéens sur 12 millions d'habitants. Ça, c'est un ratio qui n'existe nulle part dans le monde. Quand on a protesté, on est venu avec des ciseaux, on a coupé. De quelle façon on a coupé? On est parti de 7 millions et quelques à 5 millions et quelques. On veut qu'on amène ces genres de ciseaux encore parce qu'on veut aller aux élections. Nous n'accepterons pas cela cette fois-ci. Bon. Alors, parce que eux, à vous écouter, ils ont dit d'éliminer complètement du chronogramme des élections le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH, et le recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC, qui n'ont selon eux aucun lien avec le processus électoral. C'est l'une des revendications. Ça a un lien. D'accord. Ça a un lien. Oui. Ça a un lien. Parce que ces partis-là, aujourd'hui, parlent de leur nombre, parlent des militants. Chacun d'eux a des militants qui sont inscrits plus de 5 fois dans le fichier électoral. Vous comprenez? Nous savons comment les choses se sont passées ici. Ils doivent protéger ça pour continuer à dire aux Guinéens, ils ont 99% des Guinéens derrière eux. Ces 99% qu'ils ont derrière eux, il faut que d'autres chiffres de façon transparente permettent à un Guinéen de s'enregistrer une fois seulement dans le fichier électoral. Aujourd'hui, le fichier dont ils veulent qu'on réhabilite, c'est un fichier dans lequel ces partis politiques se sont donnés des chiffres indus et se sont proclamés élus avec des militants qui avaient
au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois leur nom dans le fichier électoral. Nous n'accepterons plus ça. D'accord, docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à Mohamed qui est avec nous et sur nos techniciens qui viennent de Kindia qui va essayer de mettre la main sur la pâte. Merci Félix Caps. Merci à Oulatou qui est avec nous. Emmanuel, le jeune brillant. On avait également Alphonse et Babila qui va nous rejoindre si tout va bien la semaine prochaine pour des raisons familiales. Il est en déplacement. On se retrouve demain, si Dieu le veut bien, et surtout, prenons soin de la Guinée, car elle le mérite. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifort GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifort Grande Gueule. Djiba Milimono. Espace TV, 10 ans. 10 ans.